Il est le numéro 3 de la liste des Républicains aux élections européennes. Christophe Gomart, ancien commandant du 13e RDP et directeur du renseignement militaire, s'engage en politique aux côtés de François-Xavier Bellamy. Général en 2e section, Gomart peut être appelé en renfort pour diriger un corps d'armée si la France entre en guerre. D'ailleurs, d'après ses récentes déclarations, Emmanuel Macron n'exclut pas l'option d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Alors que le conflit continue de raviver toutes les tensions à l'international, l'armée française est-elle prête à la guerre de haute intensité? Christophe Gomart répond à toutes nos questions. Alors bonjour mon général. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a en gros une bonne demi-heure ensemble pour parler du conflit ukrainien qui a pris une dimension toute particulière en France depuis maintenant 2 semaines. Avant de commencer, je vous invite vous chez vous à vous abonner bien entendu comme il est coutume de le faire à la chaîne de VA+. Et je rappelle que cet entretien est disponible sur toutes nos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter dans votre casque, dans le métro, où vous voulez, en podcast. Pour commencer cet entretien, je voudrais revenir sur la récente déclaration du chef de l'état-major de l'armée de terre qui explique que l'armée de terre française se tient prête et se prépare aux engagements les plus durs. Alors quand il parle de ces engagements les plus durs, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il pense précisément? L'armée de terre est prête, évidemment, pour avoir été pendant 36 années un officier de l'armée de terre. Pour avoir été engagé en opération avec des unités de l'armée de terre est prête. Il a raison de le dire qu'elle est prête pour être engagée. Je pense que l'armée de terre française peut engager 10 000 hommes assez rapidement et je souscris totalement à ce que dit le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre. D'ailleurs, je ne suis plus en service, lui il l'est, et donc il est plus à même que moi de dire. Néanmoins, il me semble que l'armée française aujourd'hui ne dispose sans doute pas de suffisamment de stock, en particulier de stock de munitions, sans doute d'un nombre de chars qui ne me paraît pas suffisant au regard d'une guerre de haute intensité. Néanmoins, cette armée de terre peut être engagée en effet. C'est une armée opérationnelle, c'est la seule d'ailleurs armée opérationnelle européenne, c'est celle qui a payé le prix du sang à plusieurs reprises dans différents conflits. Donc oui, l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre a raison de dire que l'armée de terre peut être engagée dans des conflits même difficiles. Si certaines de nos troupes sont employées en Ukraine, vous pensez que nos soldats sont prêts à vivre ce niveau d'intensité, de violence auquel on peut insister depuis 2 ans maintenant? Alors on n'est jamais prêt à se prendre des obus sur le coin du nez, à se faire tirer dessus, à entendre les balles siffler, on n'est jamais prêt, même si on a connu cette expérience du feu. Il faut se replonger dedans et face à des tirs de barrage d'artillerie, effectivement, apprendre à creuser des tranchées, apprendre à résister face aux coups psychologiquement, physiquement. On se prépare à ça, l'armée de terre est entraînée à ça, enfin, les armées en général sont entraînées à ça. S'entraînent effectivement à mener des combats difficiles dans la durée, dans des conditions que je qualifierais de rustiques. Alors en Ukraine ou ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Ukraine, l'armée de terre planifie des engagements. Bien sûr, aujourd'hui on pense à l'Ukraine, mais on a été engagé longtemps en Afrique, on a été engagé en Afghanistan, on a eu des soldats engagés en Irak, donc dans pas mal d'endroits finalement où la France a montré le professionnalisme de ses soldats et la capacité de son engagement opérationnel. Alors vous parlez de guerre de haute intensité. Est-ce que pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez rappeler en quoi ça consiste? Alors la guerre de haute intensité, c'est ce qu'on appelle également une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre dont l'objectif est de détruire le maximum d'adversaires, le maximum de capacité de l'adversaire, hommes, chars, canons, également dépôts logistiques, dépôts de carburant, industrie. C'est ça une guerre d'attrition, c'est détruire au maximum l'adversaire. Alors on peut le détruire avec des bombes d'avion, avec des canons d'artillerie, aujourd'hui avec des drones qui lâchent des obus également. Voilà, le but c'est de détruire le maximum. D'où d'ailleurs la nécessité de disposer d'une masse de munitions, d'une masse de canons, d'une masse de chars et d'un nombre important d'hommes pour pouvoir tenir dans la durée. Vous savez qu'en 2 ans de guerre, la Russie a perdu 2900 chars. L'armée de terre française en dispose de 220 à l'instant T. Donc on voit bien la nécessité. Et pourtant les Russes ont été sans doute surpris par la capacité de résistance ukrainienne, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans une guerre de haute intensité, guerre d'attrition, eh bien on perd beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, et on a besoin de beaucoup de munitions. Alors justement, parce qu'on nous a longtemps expliqué que la guerre de front n'existait plus, que c'était un lointain souvenir du XXe siècle, etc. Et qu'aujourd'hui, la guerre était une question de moyens technologiques très avancés, etc. Comment vous expliquez que toutes ces prévisions
d'expertise, etc. Toutes ces expertises, etc., se sont avérées fausses. Alors, c'est une excellente question parce que le livre blanc de 1994 avait établi 6 scénarios. Dans le 6e scénario, il était question en effet d'un scénario de crise de guerre de haute intensité. Dans le livre blanc 2008 et dans la revue stratégique qui a été faite en 2017, il est moins question d'un scénario de haute intensité. Parce qu'à partir de ces scénarios, en fait, eh bien, on a une loi de programmation militaire qui va développer une armée pour les années à venir. On a pensé en effet que sur le sol européen, il n'y aurait plus de guerre de haute intensité. On a connu la guerre en ex-Yougoslavie. C'était une guerre civile entre Serbes, Bosniaques et Croates. C'était une guerre qui a engagé effectivement pas mal d'hommes, qui a été l'occasion de détruire beaucoup de chars de part et d'autre, mais ce n'était pas une guerre au sens guerre de haute intensité telle qu'on la voit aujourd'hui, on la suit entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'il était imaginé qu'il n'y aurait plus de guerre sur le sol européen. On avait vécu 75 ans en paix, on imaginait que c'était la norme. Or, la norme, malheureusement, dans le monde, entre les hommes, c'est la paix qui est l'exception. La norme, c'est plutôt la guerre. Quand on regarde l'histoire humaine, les années de paix sont beaucoup moins nombreuses que les années de guerre. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des chars. Donc vous avez comparé le nombre de chars qu'a perdu la Russie, le nombre de chars dont l'armée française dispose. Si l'armée française est engagée en Ukraine, est-ce que vous pouvez nous faire un comparatif force et faiblesse de l'armée française contre force et faiblesse de l'armée russe? Alors, l'armée française est une armée très opérationnelle, comme je vous l'ai déjà indiqué, qui dispose de l'ensemble de la panoplie, c'est-à-dire chars lourds, blindés d'accompagnement de l'infanterie, des canons très précis, le César, dispose également d'une capacité de guerre électronique, dispose d'une aviation de chasse, mais sans doute d'un stock en munitions sans doute insuffisant. Les Russes, eux, utilisent peu leurs avions finalement, au regard de ce qu'on peut voir sur le champ de bataille, utilisent beaucoup leur artillerie, et la priorité des Russes, chez eux, c'est l'artillerie. C'est-à-dire que eux, ils considèrent que sans artillerie, on n'avance pas. Nous, on considère, dans les pays de l'OTAN, qu'il faut une aviation de chasse qui va bombarder pour ouvrir un couloir. Chez les Russes, c'est l'artillerie qui permet d'avancer. Les Russes disposent d'une guerre électronique très très performante, disposent d'une artillerie, comme je vous l'ai indiqué, très puissante, et surtout, ils disposent d'une capacité de production et d'une profondeur stratégique que l'Europe a. Mais l'Europe, si vous voulez, a un nombre de chars, si je prends au-delà de la France, un nombre de chars incalculable en termes de différentiel de chars, et donc en termes de maintenance, c'est beaucoup plus compliqué. En termes de soutien logistique, c'est plus compliqué. Donc si je prends les forces et faiblesses, la force de l'armée française, c'est une capacité à agir rapidement et en souplesse. Elle dispose d'une aviation puissante, sans doute d'une masse insuffisante. Côté russe, je pense qu'il y a encore une combinaison tactique très rigide. L'armée française délègue jusqu'au plus bas niveau la capacité à réagir et à agir, alors que l'armée russe n'agit que l'ordre vient de tout en haut et il doit être exécuté jusqu'au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative prise dans les niveaux intermédiaires. Et c'est là où on voit une armée moderne, une armée, j'allais dire, plus soviétique, dans un modèle soviétique, très rigide en fait. Vous avez une armée souple d'emploi, qui réagit vite, et une armée très rigide. Est-ce que ça veut dire que la stratégie russe est prévisible ? Elle est assez prévisible, de mon point de vue, oui. Et on peut le voir dans cette guerre, c'est-à-dire que eux, leur objectif, c'est de détruire tout ce qui est devant eux. Et on voit, quand ils conquièrent une ville, en fait, ils l'ont détruite, ils l'ont aplatie sous leurs obus. Quand vous voyez tous leurs conflits, ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, ce qu'ils ont fait à Grozny, là, ce qu'ils font, ils avancent centaines de mètres par centaines de mètres, mais ils écrasent tout devant eux. Nous, on agit très différemment, c'est-à-dire qu'on va les cibler effectivement les points logistiques. On ne détruira pas tout, parce qu'ensuite, il s'agit de reconstruire, et surtout, combattant occidental, il s'agit de préserver la vie des civils. Côté russe, en fait, c'est l'artillerie, c'est le roulement d'artillerie qui avance. C'est typiquement une guerre qui ressemble assez à la Première Guerre mondiale, en fait. Est-ce que parmi les forces russes, on peut aussi ajouter l'appui de la Chine, qui est pour l'instant assez lointain, qui pour l'instant, explique ne vouloir que la paix, mais prêt à employer tous les moyens possibles s'il le fallait.
Est-ce que ça, pour vous, ça pèse? Alors, on rentre dans un domaine un peu différent, c'est qu'on a deux pays que sont la Russie et la Chine qui veulent une nouvelle organisation du monde. Donc oui, la Chine soutient la Russie. Est-ce qu'elle lui donne des munitions, etc.? Pas directement, ça doit passer par les intermédiaires. Ceux qui donnent directement, ce sont les Nord-Coréens, sans doute les Iraniens, avec en particulier les drones. Mais la Russie, finalement, avait déjà des stocks de munitions extrêmement importants. Sur la qualité des obus donnés par les Nord-Coréens, je ne suis pas certain qu'ils soient tous d'extrême qualité. On racontait qu'il y en avait un obus sur deux simplement qui explosait. Mais la Russie a le temps, contrairement à l'Ukraine qui perd beaucoup d'hommes. Les Russes aussi perdent beaucoup d'hommes. Mais vous avez une population de 140 millions d'habitants d'un côté et de 40 millions avant la guerre de l'autre côté. Donc à la fin des fins, eh ben, la bouteille d'eau à 40 millions par rapport à celle à 140 se videra forcément plus vite. Malheureusement, les deux pays perdent beaucoup de jeunes et on voit bien les deux difficultés majeures des Ukrainiens aujourd'hui, c'est le manque d'hommes et le manque de munitions. Alors justement, à propos du manque d'hommes, le chef du renseignement extérieur de Moscou a affirmé que la France préparait l'envoi de 2000 soldats en Ukraine. Ce que le ministère des Armées n'a pas manqué de démentir ensuite. Quelle lecture vous faites de ce message envoyé par la Russie? Alors, on a la chance en France de vivre en démocratie. Si la France envoyait 2000 soldats, ça se saurait. D'abord parce que, pour une simple raison, c'est que les soldats en parleraient à leurs conjoints, à leurs femmes, et ça se saurait. Dans une petite ville dans laquelle il y a une garnison, tout le monde parlerait de ça. Donc ça se saurait. Donc ça, c'est ce qui s'appelle de la propagande ou de l'intoxication vis-à-vis de l'armée française. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un discours très offensif de la part des Russes vis-à-vis de la France suite aux déclarations du président de la République. C'est-à-dire qu'on voit bien que la France aujourd'hui est la cible des méthodes d'intoxication ou de déstabilisation de la Russie vis-à-vis de la France. Et vous qui avez travaillé dans le renseignement, est-ce que vous reconnaissez les pratiques russes dans ce genre de message? On sait tous que les Russes sont quand même les rois de la désinformation. C'est même la base de leur concept de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils désinforment, ils intoxiquent. Et ça, c'est vrai depuis des années. L'idée, c'est d'instiller à l'adversaire des idées en disant non, vous allez perdre. Et on l'a vu à plusieurs exemples. Donc oui, c'est comment dirais-je, c'est pour semer le trouble en France. Parce que pense le Français ou la mère de famille qui sait que son fils est engagé et qui pourrait être engagé en Ukraine? Elle se dit, mais en fait, on me cache la vérité, si ça se trouve, mon fils ne peut pas me le dire, mais il va partir. Donc vous voyez, c'est en fait, le but d'un Poutine, c'est de créer la division. Et c'est ce qu'il tente de faire. Par des cyberattaques. Alors, pas que par des cyberattaques, par de la propagande, par de l'intoxication. Et on le voit bien, dans son discours, il cherche à diviser les pays européens. Il cherche à diviser les pays européens vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. C'est ça, la technique russe. Poutine est un diviseur, sans aucun doute, pour effectivement essayer de détruire de l'intérieur l'OTAN ou détruire de l'intérieur l'Union européenne. Alors à propos de cette propagande, de cette guerre de l'information, est-ce que c'est en partie pour cela que Sébastien Lecornu a lancé une agence pour développer l'intelligence artificielle militaire? Est-ce que ça arrive un peu tard, ce genre de démarche? Non, tant qu'on y arrive, c'est que c'est pas trop tard et c'est bien d'y penser. On peut avoir quelques années de retard, mais c'est des retards qui se rattrapent dès lors qu'effectivement on y met les financements, on y met les hommes ou les femmes qui sont en mesure effectivement d'avancer sur ce sujet très particulier de l'intelligence artificielle, comme dans le domaine quantique ou dans lequel on doit avancer comme dans l'espace. On voit bien que la France a un petit sujet en termes de drones, du nombre de drones qui de mon point de vue est insuffisant, en termes d'artillerie solaire de manière légère, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour détruire des drones. On ne peut pas utiliser un missile, que des missiles qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, pour détruire des petits drones. Il faut réinventer l'artillerie solaire légère, il faut renforcer notre guerre électronique, il faut renforcer le nombre de stocks de munitions, il faut sans doute renforcer le nombre de chars et le nombre de canons, et le nombre d'avions et le nombre de bateaux. Vous avez fait référence tout à l'heure aux récentes déclarations d'Emmanuel Macron. On aura le temps de revenir dessus
Juste ensuite, est-ce que vous considérez comme lui que la sécurité de l'Europe et donc de la France dépend de ce qui se passe en ce moment en Ukraine? Non, les Russes ne vont pas nous attaquer. Les Russes ne vont pas attaquer un pays de l'OTAN. Les Russes cherchent à déstabiliser. Mais les Russes sont d'abord incapables d'attaquer l'OTAN. Parce que selon l'article 5 du traité de l'Alliance de l'Atlantique Nord, un pays attaqué est aussitôt défendu par les autres pays appartenant à cette alliance. D'ailleurs, c'est la même chose avec l'article 42.7 de l'Union européenne. On doit le soutien et la solidarité avec le pays qui est attaqué. Donc de mon point de vue, en revanche, je pense nécessaire de réfléchir à une architecture de sécurité, un pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire une architecture qui permette aux pays européens de savoir se défendre seuls sans être appuyés par la puissance américaine. Ça fait plusieurs dizaines d'années que l'Europe en fait est addicte, pas la France, mais un grand nombre de pays européens sont addicts à la protection américaine. Et il me paraît nécessaire aujourd'hui de sortir de cette addiction, de renforcer les défenses de chacun de ces pays pour ensuite pouvoir monter un pilier européen. Pourquoi un pilier européen de l'OTAN? Parce que l'OTAN aujourd'hui dispose de structures de commandement et que monter une structure de commandement, ça reste toujours très difficile. En tous les cas, il faut établir des règles, il faut s'entraîner. Et c'est vrai que quand on participe à un exercice de l'OTAN ou c'est-à-dire une crise dans laquelle l'OTAN est engagée, comme ça peut être le cas pour moi-même en Afghanistan ou ailleurs, eh bien, j'allais dire, il y a des règles, le commandement est établi, on a des messageries qui sont uniques et donc on peut communiquer entre soi, on peut coordonner les actions. Et c'est là, et je pense que l'Europe doit en effet renforcer sa sécurité. Maintenant, que la Russie déstabilise l'Europe, oui, en cherchant à diviser les pays européens entre eux, mais en aucun cas, la Russie n'attaquera la France. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, Advika tombe aux mains des Russes? Parce que derrière, c'est une désescalade totale du conflit qui fait basculer le conflit dans une autre sphère. C'est déjà le cas. Ce que je disais, c'est qu'en fait, ils grignotent le territoire ukrainien. Grâce à leur artillerie, ils avancent dizaines de mètres par dizaines de mètres. Ça prend du temps, mais c'est une espèce de rouleau compresseur qui avance lentement mais sûrement. Et face à eux, ils ont des Ukrainiens qui consomment beaucoup moins de munitions que les Russes ne peuvent le faire. Ils ont moins de capacité de relève de leurs soldats. C'est là où c'est compliqué, en effet, pour les Ukrainiens. Donc on revient sur les déclarations d'Emmanuel Macron qui n'excluent pas l'envoi des troupes au sol. Est-ce que d'après vous, il est aussi belliqueux et va-t-en-guerre qu'on le dit depuis ces déclarations? Alors Emmanuel Macron, quand il dit ça, il jette un pavé dans la mare, ça c'est évident. Et d'ailleurs, il s'est mis à dos un certain nombre de pays européens. Tout le monde a réagi, mais Volodymyr Zelensky dit qu'il n'a pas besoin de soldats français, ni de soldats de l'OTAN, il a besoin de munitions. Ce qui est traduit par le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui dit « moins de mots, plus de munitions ». Sous-entendu, arrêtons de parler, mettons plus de munitions. Donc dans la phrase d'Emmanuel Macron, son idée c'est quoi? C'est d'alerter les Européens en disant « un jour, les Américains ne sont plus forcément là, il faut apprendre à se défendre, monter une architecture de sécurité européenne ». 2, c'est le manière de dire aux Russes « on tiendra fermement et on continuera de soutenir l'Ukraine sur la durée ». 3, c'est une manière de dire aux Français, vous savez, il y a peut-être quelques techniciens français présents sur le territoire ukrainien, mais ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des troupes au sol, ce sont des techniciens ou conseillers. Il est bien évident, dans un conflit comme ça, comme dans toute crise, que va faire la France? Puisqu'elle soutient l'Ukraine, elle va transmettre des informations du renseignement aux Ukrainiens. Et ces informations, ça ne transite pas que par des réseaux ou que par informatique. Il y a forcément des conseillers français qui reçoivent des informations françaises qu'ils donnent aux Ukrainiens. Mais ce ne sont pas des combattants. C'est un coup de com', bien sûr, puisqu'on parle de ça depuis 15 jours. Selon vous, les propos d'Emmanuel Macron sont plutôt ajustés, plutôt pertinents, et ne ressemblent pas à des coups de com' électoralistes comme beaucoup de ses opposants la défense française? Non. Est-ce qu'on entend dire qu'on va mettre plus d'argent dans la défense? Non. Est-ce qu'on entend dire on fait des réunions entre pays européens pour décider ce qu'on va faire? Non. En fait,
Il y a eu une réunion à Paris des 27 pays de l'Union européenne. Enfin, ce n'était pas forcément les chefs d'État qui étaient là, mais il y avait également des ministres. En tous les cas, les 27 pays étaient représentés. Où il a été décidé effectivement de mener 5 actions au profit de l'Ukraine. Parmi ces actions, je crois qu'il y avait de la formation, il y avait du déminage, il y avait de la formation déminage, il y avait effectivement l'appui sur le long terme en termes de munitions des Ukrainiens, et puis je ne me souviens plus quelles sont les 2 autres actions. Mais voilà, donc en fait, il y a une espèce de consensus quand même entre pays européens. Là où il n'y a pas du tout consensus, c'est d'envoyer des troupes. Et même Volodymyr Zelensky, comme je vous l'ai dit, ne souhaite pas avoir des soldats en plus. Il souhaite des... Mais d'ailleurs, à tel point, c'est que les Ukrainiens n'ont pas mobilisé tous leurs soldats. Ils pourraient mobiliser, mais on a vu le général Zaloujny sortir de son commandement, de sa fonction de chef d'état-major des armées ukrainiennes, et à la place, on a vu arriver le général Syrski, qui lui avait une vision un peu différente. Zaloujny, lui, voulait mobiliser 500 000, mais politiquement, Volodymyr Zelensky n'a jamais voulu mobiliser. Pourquoi n'a-t-il pas voulu mobiliser? Il pourrait mobiliser si... donc j'estime que s'il dit on n'a pas besoin de plus de soldats, c'est qu'il estime que lui ne pas avoir besoin de ces soldats. Vous voyez, il y a là une petite dichotomie, une petite différence. Je pense que les Ukrainiens n'ont pas encore mobilisé tous leurs soldats, d'ailleurs les Russes non plus. Alors ils ont mobilisé, ils cherchent à remplacer, ils font des appels d'offres. Ils cherchent à recruter, ils ont abaissé pour les Ukrainiens l'âge légal pour mobiliser, parce qu'au départ, ils laissaient leurs étudiants en dessous de 27 ans étudier, et ils ne mobilisaient que les hommes âgés de plus de 27 ans. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont abaissé le limite d'âge à 25 ans. Mais ils n'ont pas mobilisé l'ensemble de leur population masculine. Par économique, pas forcément... Parce qu'ils pensent à l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'ils pensent à la reconstruction, ou pendant la reconstruction, ils auront besoin d'hommes jeunes. Ils ont besoin également que ces hommes jeunes fassent des enfants profitant de leur jeunesse, pour effectivement, avec une démographie quand même qui est très faible, un taux de fécondité qui est assez bas. Je crois que c'est 1,2 enfant par femme en Ukraine. Elle n'est pas beaucoup plus haute en Russie. Hein. Voilà, donc en fait, de mon point de vue, les déclarations d'Emmanuel Macron ont jeté un pavé dans la mare. Est-ce que ça a réveillé les consciences? Est-ce que ça a réveillé les Européens? Sans aucun doute. Il s'est mis tous les pays européens à dos. Et même Volodymyr Zelensky lui a dit qu'il n'a pas besoin de soldats français. Mais alors, vous, précisément, qui avez une expérience de la guerre, quel regard vous portez sur ces politiciens qui n'en ont aucune et qui aujourd'hui parlent, comment dire, de l'esprit de Munich? Explique qu'aujourd'hui en France, donc cette référence à ce que disait Churchill, c'est la guerre ou le déshonneur. Ces politiciens qui n'ont aucune expérience de la guerre, mais se permettent des procès en naïveté, en passivité, etc., mais qui n'ont aucune expérience, vous, qu'est-ce que ça vous évoque? En France, les choses sont ainsi faites que les décideurs sont les hommes politiques. Et les militaires sont là pour conseiller ces hommes politiques. Mais une fois que le politique a pris ses décisions, les militaires sont là pour appliquer les décisions prises par les décideurs politiques. Et c'est vrai dans toutes les démocraties européennes. Il est bien évident que les hommes politiques sont éclairés par leurs conseillers militaires. Un président de la République française a un chef d'état-major particulier, il a un chef d'état-major des armées, il a un ministre en charge des armées, qui lui-même a un chef de cabinet militaire, qui lui-même a des officiers qui préparent, qui réfléchissent. On a des outils, on a des états-majors de planification. Donc ils sont en mesure de dire au président de la République, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Mais ensuite, c'est le président de la République qui va décider. De mon point de vue, on n'est pas du tout à Munich, on n'est pas du tout Munich 1900, pas du tout. Daladier, on n'est pas du tout à l'époque de Daladier. Si Poutine était Hitler, faisons-lui la guerre à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est-à-dire que on nous dit, non, Poutine c'est pas Hitler. Si Poutine c'était Hitler, ok, faisons la guerre à Poutine. Mais je ne crois pas que ça soit le cas. Donc, vous voyez, dans les discours, il y a des mots. C'est bien ce que je répète ce que disait Donald Tusk. Moins de mots, plus de munitions. C'est sans doute bien résumer la situation. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a 40 ans, parmi les ministres, il y avait des anciens résistants. Tout le monde avait fait son service militaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de résistants. Très peu d'entre eux ont fait leur service militaire. Est-ce que vous ressentez un décalage entre
vous qui avez une expérience militaire et des politiciens qui n'en ont pas? Oui, ils ne connaissent pas la chose militaire. Et puis la jeunesse des ministres actuels fait qu'ils n'ont pas connu le service militaire. Mais justement, ils disposent de l'expérience des généraux qui les entourent, enfin ou des colonels qui les entourent et qui, eux, savent ce que c'est qu'un conflit, ce que c'est qu'une crise, ce que c'est qu'un tir d'artillerie, l'efficacité des différentes armes, canons, avions, capacité des maritimes, de nos navires, de nos sous-marins, de notre dissuasion nucléaire. Ça, les militaires sont là pour ça, pour expliquer ça à nos hommes politiques. Maintenant, le politique reste le politique, il fait la politique, il fait de la géopolitique, dans un concert européen dans lequel l'Europe finalement se rend compte que c'est une puissance économique mais sans puissance militaire. Donc elle est forcément la cible de prédateurs, si je peux me permettre l'expression, qui souhaiteraient bien bénéficier de cette richesse, des talents, de l'industrie, des capacités économiques européennes. Donc c'est bien pour ça qu'il faut se préparer à une guerre, il faut renforcer notre défense, il faut créer une véritable architecture de sécurité sur laquelle, dissuadera des adversaires de demain de s'en prendre à l'Europe. Alors, à propos de politique, vous êtes le numéro 3 de la liste de François-Xavier Bellamy pour les élections européennes. Quelle est la ligne des Républicains de François-Xavier Bellamy sur le conflit ukrainien, sur des questions de diplomatie, sur l'aide à apporter à l'Ukraine? Je crois qu'elle est très nette. Il faut soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. C'est-à-dire continuer ce qui a été entrepris depuis 2 ans. Continuer et permettre. L'idée derrière, c'est de permettre à l'Ukraine de pouvoir négocier en position de force. En tous les cas, de pouvoir arriver à une éventuelle table de négociation en position de force. Étant entendu que c'est à l'Ukraine et à l'Ukraine seule de décider à quel moment elle souhaite aller à la table de négociation. C'est dans une guerre, celui qui gagne, c'est celui qui dure le quart d'heure de plus que l'adversaire, un quart d'heure de plus que son adversaire. C'est celui qui gagne, celui-là. Le but, c'est d'éviter un effondrement de l'Ukraine, et c'est ce que je répète, c'est de permettre à l'Ukraine de décider en position de force face à la Russie. Quel moment sera-t-il? C'est difficile de le dire. Maintenant, est-ce que l'Ukraine arrivera à reconquérir les territoires conquis par la Russie? J'en doute aujourd'hui beaucoup. Et ce sera ma dernière question, mais dans cette élection qui s'ouvre, est-ce que d'après vous, la guerre en Ukraine doit être le sujet majeur ou l'un des sujets prioritaires de cette élection européenne? Et sinon, y en a-t-il d'autres sur lesquels vous voulez intervenir? Je crois que c'est un sujet d'inquiétude pour les Français. Et quand je vois que le président Emmanuel Macron, hier, va à Marseille, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, fait un bain de foule au milieu de la population marseillaise, qui ne se préoccupe pas du trafic de drogue, mais pose la question au président de la République en disant « Nous ne voulons pas aller en Ukraine, et qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Nous ne voulons pas que nos enfants aillent en Ukraine, nous ne voulons pas faire la guerre à la Russie, etc. » Voilà les réflexions des gens, alors que lui venait en disant « Venez plutôt les rassurer sur le trafic de drogue. » Donc oui, c'est une véritable inquiétude de la part des Français, et il me semble que il ne faut pas faire peur aux Français. Il y a d'autres peurs en France. En France, la peur est en France. Il y a du séparatisme dans les banlieues. Il y a un islamisme rampant. Il y a un antisémitisme ahurissant en 2024 en France. Il y a du trafic de drogue dans des villes comme Rennes ou ailleurs qui sont incroyables. Donc oui, il y a une véritable... Je comprends que les gens puissent avoir peur de tout ça, de tout ce qui se passe en France. La guerre en Ukraine, je comprends que ça fasse peur, mais le président de la République, au contraire, doit rassurer les Français sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, tout en continuant évidemment à soutenir l'Ukraine. Merci mon général, merci beaucoup.